Donc avant son troisième joueur du jour, on peut aller sur Royce O'Neal. Royce O'Neal, notre ami Royce O'Neal, 32 minutes par match en moyenne cette année pour Royce O'Neal, 76 matchs, 93 de true shooting plus à peine, donc moins 7% par rapport à la moyenne au niveau de l'efficacité au scoring, c'est très très peu, et en plus sur un volume de 14% d'usage à peine, un petit volume d'utilisation. C'est vrai que on a une saison, j'ai envie de te dire, un peu bizarre et peut-être un peu décevante, je te pose la question. Alors décevante, je dirais pas, parce que d'un côté, O'Neal, on a quand même découvert un profil chez lui qu'on lui connaissait pas jusque-là de ses années à Utah, avec des vraies qualités à la passe qui n'avaient pas été mises en valeur jusque-là, quoi. Notamment, il a commencé la saison, mec flirte avec le triple-double sur genre les 4 ou 5 premiers matchs de l'année. C'était quelque chose quand même d'assez inattendu de sa part. Effectivement, la réussite est quand même en chute nette par rapport à ses années Utah, mais il faut dire que Utah était quand même une attaque super bien rodée, dans laquelle il y avait vraiment juste à attendre la balle et mettre les tirs. Là, il a eu plus la balle dans les mains, ce qui, je pense, explique le fait qu'il était moins efficace, mais qu'il y a eu une production, en tout cas en termes de passes décisives, assez supérieure, sans pour autant que les pertes de balles augmentent beaucoup, et ça, pour le coup, je pense que c'est quand même à saluer. Mais pour le coup, j'ai pas eu l'impression, en tout cas en le voyant jouer à Brooklyn, de voir le même joueur que j'avais vu jouer au Jazz, quoi. J'ai trouvé son utilisation très différente, les qualités mises en avant extrêmement différentes aussi, et bah, du coup, je suis pas vraiment fixé sur le joueur qu'est Royce O'Neal à l'heure actuelle, parce qu'entre celui qu'on a pu voir à Utah dans un collectif ultra fonctionnel et celui qu'on a pu voir à Brooklyn dans un collectif un peu biscornu, mais plutôt performant par moment, je sais pas exactement je sais pas exactement le joueur qu'est Royce O'Neal à l'heure actuelle. C'est vrai que la vision du joueur est assez particulière parce que je pense que beaucoup de monde le voit ou l'imagine comme un 3&D très typé justement 3 points et défense, alors que je trouve qu'il est un peu moins bon, un peu moins intéressant au niveau défense en elle-même, et justement plutôt orienté création balle en main et un peu plus de passing que les 3&D habituels, hein, comme tu dis. Bon, moi sur le passing en lui-même, je trouve qu'on le voyait à Utah, mais vraiment c'était des flashs, quoi. C'était assez minime, il n'avait pas du tout le même rôle. Ouais, et puis Utah, c'était un collectif où tout le monde faisait des passes. De toute C'est façon, ça, ouais. c'était les systèmes qui le réclamaient plutôt que les joueurs qui prenaient des initiatives. Oui, et puis même, je pense que vu qu'il y avait pas mal de créateurs à Utah, comme tu dis, du coup, sa propre création était un peu perdue là-dedans, ou en tout cas, elle ressortait moins. Mais c'est juste que, tu vois, par exemple, au niveau il a un ratio de playmaking, donc la tendance à faire des passes par rapport à son usage, il a le même ratio que depuis toujours, mais c'est juste que son volume a augmenté. Et ce qu'il pouvait faire à Utah, qui était plus peut-être en fin de chaîne, ou faire le drive and kick, enfin pas drive and kick, mais attaquer un close-out, faire une extra passe un peu de temps en temps. Là, Brooklyn, il l'a fait quand même sur un peu plus gros volume, peut-être un peu plus souvent, comme tu disais, mis en début de chaîne, un peu plus création même parfois. Donc on a ce côté-là où il y a le passeur, comment dire, il avait une vision de 3&D, 3 points et défense, alors qu'en fait, je trouve qu'il est un peu meilleur en attaque que ce que son image ne semble le dire, et peut-être un peu moins bon en défense, peut-être on va y arriver aussi, mais l'autre aspect, moi, qui me fait que je pense que je vais le mettre assez bas, c'est que cette année, il y a eu une grosse panne d'efficacité, en fait. Qui est lié à un usage supérieur. Je pense que concrètement, si on prenait le rôle qu'il a eu cette année à Brooklyn, ça aurait été dans le système de Utah le rôle que pouvait avoir Joe Ingles à l'époque, en fait. Et c'est vrai que Royce O'Neal, il était un maillon après Ingles, là où pour le coup, là maintenant c'est lui qui est Ingles et il y a un maillon après lui, ce qui l'a amené à prendre, je pense, des tirs en première intention qu'il aurait jamais pris à l'époque où il était au Jazz, et qui explique en partie cette panne d'efficacité, parce qu'il y a un usage qui a quand même pris 50% de plus, quoi. Il était à 10%, là il passe à 15%. Ouais. Ça reste encore sur des statistiques role player, mais je veux dire, là son usage de 10%, c'était vraiment tout en bas de l'échelon. Même les role players normaux prennent beaucoup plus de tirs que ça, quoi. Et là, effectivement, 15%, t'arrives quand même dans le tiers role player qui touche un peu la balle, quoi. Et c'est vrai que c'est un rôle qu'on ne lui connaissait pas réellement jusque-là. Ouais. Et je pense que lui-même ne le connaissait pas, et ce qui explique le fait qu'au niveau de l'efficacité, ça soit pas ça, quoi. Mais ce qui est un peu marrant, c'est que dans ces cas-là, tu te dis, un joueur qui a un volume assez réduit, en général, c'est est-ce qu'il a fait une bonne année à 3 points ou pas, quoi. Ça, vu qu'il est quand même assez typé dans ce rôle-là, il suffit que, comme tu prends beaucoup de 3 points, si t'es un peu en panne, ça affecte tout. En l'occurrence, c'est pas trop le cas, parce que l'an dernier, il était à 39% à 3 points. Cette année, il est de nouveau encore à 39% à 3 points sur plus de 5 3 points par match. Donc c'est pas du tout le facteur aléatoire du shoot qui vient perturber ça. C'est vraiment à 2 points que la différence Exactement, se fait. Ouais. Et je pense que la différence se fait parce que Utah, t'avais un spacing inégalé en NBA.
qui faisait que quand les mecs shootaient à 2 points, c'était vraiment on termine les actions, c'est grand ouvert, il y a que ça à faire. Ce qui n'est pas réellement le cas dans cet effectif de Brooklyn tel qu'il a été cette année. Ouais, comme tu dis aussi, même son rôle a un peu changé aussi, parce qu'à Utah, il y avait de la création tout autour de lui, et donc il était aussi utilisé en finition, et là c'est un peu plus différent. D'ailleurs, tu vois, au niveau, au niveau à quel point est-ce que ces paniers enfin, ces tirs au panier étaient assistés, justement. On est passé de 65% à 44% à peine de paniers assistés au panier, donc il se crée beaucoup plus son tir au niveau du panier qu'avant. Et mi-distance, c'est encore pire. C'est passé de 83% de tirs assistés dans la mi-distance, c'est passé à 28 à peine. Donc voilà, on a vraiment un profil de tir qui a évolué, en fait, et donc notamment beaucoup plus de tirs à mi-distance, ce qui fait un peu chuter tout. Et même sur drive, j'ai vu que l'efficacité sur drive, on est à 0,79 points par tir au niveau des drives. C'est parmi les joueurs qui sont à plus de 3 drives par match, 196e sur 200 joueurs à peu Oui, près. c'est dans les derniers, parce que tu vois, la chute d'efficacité, clairement, c'est à 2 points qu'elle se trouve, quoi, où il passe de 39% à mi-distance à 28%, et surtout de 67% au cercle à 46%, quoi. Ouais. 67% pour un ailier, t'es quand même dans la fourchette haute, on va dire, sans être sensationnel non plus. 46%, c'est pas bon, c'est nul à chier, quoi. Mais je pense que c'est aussi un peu le côté... Enfin, son cas est un peu bizarre parce que je sais pas si tu te souviens, mais il est recruté. Il y a un échange qui se fait durant l'été dernier, enfin au début de l'été dernier, mais alors que Kevin Durant et Irving, on sent déjà qu'ils vont partir. Il y avait déjà même eu la demande de transfert, et pourtant Brooklyn va chercher un role player. Tu te dis, mais comment ça va marcher alors que tu vas échanger Kevin Durant, quoi. Et je pense qu'il a été un peu forcé de faire un peu plus de création offensive que ce qu'il n'a de capacité, en fait, parce que tu vois, lui, ça se sent dans les chiffres. Dorian Finney-Smith aussi, ça se ressent pas mal dans les chiffres. D'ailleurs, Finney-Smith est carrément 200e sur 202 au niveau des drives, alors que lui est 196e. Belle attaque, Brooklyn, hein, ça marche bien. Hein, effectivement, il reste plus grand chose pour créer des tirs faciles pour ces role-players, et du coup, c'est eux qui sont un peu obligés de le faire. Et voilà, ça bloque un peu. Et au niveau de la défense, qu'est-ce que t'en penses de son impact défensif ? Alors, défense, j'ai vu que beaucoup étaient mitigés, justement. Moi, je l'avais trouvé plutôt bon dans ce registre-là à Utah, sans être exceptionnel non plus. Et c'est vrai qu'il arrive dans une équipe de Brooklyn où t'as justement tout ce gabarit de gars qui font à peu près 6 pieds 8, un peu tous. Et tu dis, t'as une défense qui peut être polyvalente, etc. Et en fait, c'est vrai que défensivement, je trouve qu'il a cette polyvalence qui est plutôt bienvenue, sans être un défenseur exceptionnel non plus, quoi. Il y a même beaucoup de gens qui considéraient qu'il était le maillon faible de la défense de Utah à l'époque. Oui, et tu vois, là, je pense qu'en effet, c'est un bon défenseur, mais je pense qu'on n'est pas sur peut-être un 3&D d'élite, en fait. Enfin, je sais pas comment tu les classerais, mais moi, entre Michael Bridges, Dorian Finney-Smith et Royce O'Neal, je le mettrais assez facilement 3e meilleur défenseur de ces trois-là, quoi. Je pense aussi, ouais, même un peu en dessous de Finney-Smith, qui à mon sens est pareil, pas un énorme défenseur non plus, quoi. Il défend bien, mais c'est pas un gros stopper véritablement, Finney-Smith. Et donc, niveau classement, où est-ce qu'on le projette, sachant que Finney-Smith est dans le classement et plutôt vers le bas, d'ailleurs. Oui. Je pense à peu près à la même hauteur, en soi. Hein, ouais, je pense aussi. Donc il y a du Bogdanovic, du Bogdanovic pas loin. Keegan Murray un peu au-dessus, mais Keegan Murray est efficace cette année. Alors que là, on juge que 2023, et en 2023, il n'a pas du tout été efficace. Donc, Parce que je vois qu'effectivement, c'est vrai que celui qui clôture le truc pour le moment, c'est Barrett. Et c'est vrai qu'on soit dans une équipe, je pense que je préfère quand même avoir O'Neal que Barrett, dans le sens où au moins O'Neal, il connaît ses limites, tu vois. Même si là, on a dit qu'il prenait des shoots qu'il savait pas trop mettre, au moins, il en prend pas beaucoup, quoi. C'est contrairement à Barrett. Oui. Mais non, je pense qu'on peut le mettre à la même hauteur que Finney-Smith. Ouais. Après, à toi de voir si tu préfères le mettre un peu au-dessus ou un peu en dessous. Moi, je préfère O'Neal que Finney-Smith à titre personnel. Disons qu'il y a plus de création en plus. Il y a plus de création, mais en même temps, il y a aussi pas mal de valeurs qui fuient au niveau de l'efficacité. Et si j'arrive à le retrouver, mais je crois que Finney-Smith aussi est pas top au niveau efficacité cette année, donc en plus, ça s'entendrait totalement. Ah oui, il est encore plus inefficace, Finney-Smith. Donc oui, on peut mettre Royce O'Neal devant, ouais, ça me va. Ok. Eh bien, super, faisons ça. Et donc, si j'arrive à le faire, hop, voilà. Et donc, petit quiz pour finir, petit trivia. Nous sommes le 18 novembre, cette fois, 18 novembre 2022, en début d'année. C'est un tir au buzzer de Finney-Smith, alors c'est pas un pull-up, c'est un rebond offensif. Est-ce que ça te parle, un rebond offensif au buzzer contre Portland ? Pas du tout. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain, donc, de ce Brooklyn-Portland ?
Alors, je pense qu'il doit y avoir Kevin Durant dans toute logique. Oui, c'est lui qui manque le tir. Ça paraît logique que ça soit lui qui le prenne. Oui, c'est ça. Du coup, il doit y avoir Finney Smith et O'Neal doivent être là tous les deux, je pense. Finney Smith est encore à Dallas Finney en Smith est début encore d'année. à Dallas à ce moment-là. Ouais. Donc il y a Royce O'Neal, oui. Dinwiddie est déjà là. Non, encore à Dallas, lui aussi, du coup. Hmm. On a du pain demi. Si ça te parle. Harris, mais Oui. lequel? C'est Harris, ouais. Joe Harris. Claxton est sur le terrain? Claxton n'est pas sur le terrain. Il nous manque quelqu'un qui n'est pas du pain demi, mais qui est une épice, du coup. Seth Curry. Exactement, Seth Curry. Ah oui, non, pourtant c'est bizarre qu'ils aient mis tous les shooters s'ils n'avaient que 2 points de retard à ce moment-là. Oui, et du coup, il nous manque un autre shooter qui d'ailleurs est chez toi maintenant. Des Nets? Ah bah Watanabe, du coup. Exactement. Yuta Watanabe, qui a le nom de la franchise du Jazz, mais Yuta Watanabe, mais ça ne s'écrit pas pareil. Et côté Portland, est-ce que tu as des joueurs sur le terrain au moment de ce buzzer beater? Si on est en novembre, il y a peut-être encore Lillard. Oui. Anthony Simons. Oui. Nurkic, peut-être? Non, pas sur le terrain. On est en small ball. Est-ce qu'il y a chez Dan Sharp? Non, pas chez Dan Sharp. On a un neveu de joueurs très connus. Gary Payton est là? Non, pas Gary Payton. À ce moment-là. Je pensais plutôt à quelqu'un qui est le fils de quelqu'un qui... Enfin bref, je m'embrouille. J'espère que c'est le fils de quelqu'un. Il y a des jumeaux très célèbres dans les années 90, dont un qui a gagné des titres avec les Bulls, et je crois que c'est son neveu. C'est pas son fils, c'est son neveu. Pas du tout. Ça te dit rien? Le premier three-peat de Chicago, c'est Michael Jordan, Scottie Pippen et... Horace Grant? Exactement, et donc? Ah, Jeremy Grant. Exactement, Jeremy Grant. Oui, c'est vrai qu'il est tellement bas dans le classement, j'avais zappé qu'il existait ce joueur. On a quelqu'un qui ensuite est allé à New York. Est-ce que ça te parle Josh cette Hart. année? Tout à fait, Josh Hart. Et on a quelqu'un sur qui Michael Jordan a failli vendre sa maison pour l'avoir le soir de la draft. Alors là, comme ça, Winslow. Exactement, Justice Winslow. Ça, c'est incroyable, quoi. T'es beaucoup plus fort en indice que je suis fort en quiz. Oui, t'as choisi que des matchs de légende, visiblement. Après, trouver une action marquante de Royce O'Neal et de Jakob Poeltl, c'est rare. Donc, on prend ce qu'il y a. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.